Déjà, comment on devient magistrat? Il faut faire des études de droit qui durent 5 ans. Ensuite, il faut passer le concours d'accès à l'école de la magistrature, qui est très très difficile. Très très difficile, c'est pour me vanter un peu, mais c'est effectivement difficile d'une part par le nombre de personnes qui le passent et d'autre part par les épreuves en elles-mêmes qui sont difficiles. Mais bon voilà, il y a des épreuves écrites, de notes de synthèse, de culture générale, de droit civil, de droit pénal. Et il y a des épreuves orales avec le fameux grand oral que peut-être, enfin vous en avez peut-être entendu parler, on l'a publié sur l'ENA, donc l'École nationale d'administration. Vous êtes devant 5 personnes qui ne vous veulent pas que du bien, qui vous posent plein de questions sur la date de naissance de Ramsès II, les 7 merveilles du monde, et puis la recette de la sauce gribiche, et c'est pas une blague, donc c'est un peu difficile, mais c'est difficile parce que là, vous avez 18 ans et que vous êtes en terminale, et par contre, le jour où vous préparez le concours et vous ne ferez que ça pendant 1 an, ça vous paraîtra un peu moins difficile. Voilà. Aujourd'hui, ça vous paraît comme ça insurmontable et impossible, mais il faut vous dire que dans Bac plus 5, plus 1 an de préparation, ce sera accessible. Voilà, il faut y croire, première chose. Donc on peut aussi faire, et moi j'ai pas fait, mais je le regrette, si vous pouvez faire, c'est Sciences Po. Voilà, les instituts d'études politiques, c'est la meilleure formation, à mon sens, pour le concours de magistrat. Parce qu'après, pour le métier de magistrat, c'est quand même mieux d'avoir fait les 5 ans de droit, je vous le cache pas. Mais bon, il faut y entrer à l'école, donc... Voilà, ensuite, ça c'était le b.a.-ba. Alors après, je fais un métier passionnant. Je me vante parce que là j'ai un admirateur qui a son petit sourire. Je fais un métier passionnant parce que j'ai toujours quelque chose à raconter. Moins maintenant, mais j'ai toujours quelque chose à raconter. Soit c'est drôle, soit c'est triste évidemment. En général, on privilégie de raconter les choses drôles. Et vous avez un métier qui vous permet de voir une multitude de gens et une multitude de litiges. C'est-à-dire que la carrière du magistrat n'est pas fixée. Il y a des professions où quand vous entrez, vous allez faire ça toute votre vie. Si vous devenez infirmière, vous allez être infirmière toute votre vie. Ben oui, vous allez changer peut-être du bloc opératoire aux urgences pédiatriques, mais globalement, le métier est le même. Alors que quand vous entrez dans la magistrature, vous pouvez faire, il y a au moins 6 métiers différents dans le corps de magistrat. Et ensuite, vous avez une multitude de possibilités de détachement dans les administrations ou dans d'autres professions qui fait que c'est un métier où vous ne vous ennuyez jamais. Et que c'est quelque chose qui est devenu important à mon âge. Je ne suis pas très vieille, mais c'est vrai qu'à votre âge, quand on commence des études, on dit « Ah, je vais faire ça ». Mais en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est faire ça. On ne sait pas ce que c'est tous les jours se lever et faire des piqûres au centre hospitalier. Et concrètement, quand on le fait, eh ben, il y a un moment où dans la vie, on se dit est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose? Et c'est vrai que le métier de magistrat permet de faire ça, permet de faire différentes possibilités. Et voilà, vous pouvez être juge des enfants, juge d'instance, juge d'instruction, juge aux affaires familiales, juge d'application des peines, et vous pouvez être substitut du procureur, voire procureur. Donc c'est l'intérêt immense de changer. Alors moi, je suis juge d'instance, j'ai été juge d'instruction pendant 5 ans. Ce sont 2 métiers complètement différents. Voilà, juge d'instruction, vous avez dû voir à la télé parce qu'au moins il y a un juge qui a une série. C'est quand même le juge d'instruction. En général, le juge est une femme. C'est une autre série. Donc le juge d'instruction, c'est celui qui dirige les enquêtes policières. Alors évidemment, on n'est pas comme à la télé. Hein. On n'y va pas. Non, on n'y va pas. Si on est très motivé, on peut. Mais il faut savoir que la découverte de cadavres se fait principalement la nuit. Et que moi, la nuit, je dors. Et que voilà, on n'a pas tellement envie d'aller mettre ses bottes de pluie dans une vieille forêt pour aller voir le corps, parce que bon, c'est pas forcément normal. Voilà, mais vous dirigez les enquêtes policières, c'est-à-dire que vous êtes destinataire de toutes les procédures, et ensuite c'est vous qui procédez aux interrogatoires. Alors, aux interrogatoires des personnes qui sont suspectées, vous entendez aussi les victimes, ce qu'on appelle nous les parties civiles, ce qui fait que vous êtes constamment dans un souci d'assurer les intérêts de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de l'avocat, qui lui ne défend qu'une partie. Ah, mais il vous en parle. Il faut que je le diabolise un peu pour faire un peu... Hein? Non, il n'est pas content. Il va m'en vouloir. Donc, voilà, vous êtes constamment dans un souci d'entendre tout le monde et de ne prendre position qu'à la fin. Bon, évidemment, à la fin, il faut vraiment prendre position. Donc, c'est un métier où la prise de décision est importante. Alors ça ressort un peu de votre personnalité aussi. C'est-à-dire qu'écouter tout le monde en disant « oui, je comprends, oui, je comprends », ça, c'est la psychiatrie ou la psychologie. Et il y a un moment où vous allez poser les choses et condamner éventuellement des gens, parce qu'il faut aussi
s'imaginer que quand vous êtes magistrat, bah oui, vous mettez des peines de prison. Oui, et que vous ne le faites jamais de gaieté de cœur. Vous ne le faites jamais par vengeance, parce que, ah, bah lui, je l'aime pas. Puis une fois, même Paulette, elle s'était fait voler son vélo par un type comme ça. Et je trouve que j'aime pas les gens comme ça. C'est pas ça, magistrat. Magistrat, c'est être capable de faire abstraction de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez vécu, pour justement ne jamais juger par conviction ou par opinion. Vous ne jugez qu'avec le droit. Donc c'est un métier qui est difficile pour ça, parce que c'est difficile d'oublier tout ce qui s'est passé dans votre vie ou tout ce que vous risquez à ce à quoi vous risquez de faire face. Voilà, donc vous pouvez aussi éventuellement placer des gens, vous faites aussi des divorces, et le divorce, c'est, j'ai envie de dire, la situation la moins difficile du juge, puisqu'en fait les deux parties qui viennent vous voir sont pas forcément d'accord sur le principe du divorce, mais en général elles sont d'accord. Là où elles ne sont pas d'accord, c'est sur les effets du divorce. Qui va avoir la garde d'eux, qui va avoir la maison, comment on va répartir l'argent, etc. Et pour ça, c'est un métier extrêmement difficile. Voilà. Mais passionnant. Passionnant parce que vous voyez plein de gens, parce que vous êtes confronté à plein de sujets. Vous n'êtes jamais cloisonné dans ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, depuis que je fais ce métier, je crois que j'ai croisé à peu près toutes les professions qui existent. Entre les coiffeuses qui s'étaient battues dans un salon de coiffure, le Marcoul l'autre jour qui avait une fuite, enfin pas une fuite, mais n'avait pas respecté ben oui, je le dis, les émissions qui se retrouvent au tribunal. C'est pas de ma faute, il y a des contrôles à faire, etc. Donc vous allez passer de la coiffure au nucléaire, à la responsabilité d'un médecin quand vous avez un décès à l'hôpital, à la maison de retraite qui n'a pas surveillé un de ses occupants et qu'on a retrouvé dans le jardin, parce que ça c'est l'actualité. Les joggeuses, évidemment, enfin, vous allez avoir affaire c'est pas drôle. Vous allez avoir affaire à tous les corps de métier, et c'est pour ça que c'est un métier enrichissant. Parce que, je ne veux pas critiquer les autres métiers, mais parfois, moi, ma belle-sœur est chez EDF. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, de l'EDF. Non, elle fait pas rien. Non, elle fait pas rien. Parce que ce qu'elle fait, elle, évidemment, ça l'éclate. Elle adore ça. Elle gagne très bien sa vie. J'ai envie de dire mieux que moi, donc tant mieux pour elle. Mais elle est moins en contact des autres professions. Et je vous assure que ça, c'est un plus dans votre vie quand vous êtes capable de rentrer et de dire « Ah, aujourd'hui, j'ai lu truc. Je crois que j'ai tout lu. J'ai eu à peu près tout. Sauf peut-être le prof de théâtre. Je n'ai pas encore eu. Je l'aurai peut-être. Je ne sais pas. L'avocat véreux. Vous l'avez pas eu? Je ne l'ai jamais eu. Ah, voilà, oui. Non, je ne l'ai jamais eu. Mais j'y crois. J'ai eu le notaire, il n'est pas là cette année, je peux le dire. Mais ça arrive dans toutes les professions, hein, ça arrive. Il y a des magistrats aussi qui ne tournent pas forcément rond, mais pour cela, on n'en parle pas. Voilà, donc en fait, l'idée, c'était de vous dire que c'est un métier où vous êtes constamment en contact avec des gens qui sont d'horizons différents. Vous avez toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales et toutes les professions. Et vous êtes dans un métier qui n'est absolument pas figé, puisque vous passez votre vie entière à digérer les nouvelles lois. Et il y en a beaucoup. Voilà, ça s'est un peu calmé, mais il y a une période, il y en avait encore plus. Et donc vous êtes toujours sur votre ordinateur, alors vous qui êtes jeune, vous êtes déjà branché sur Internet toute la journée, je pense. Bon, bah là, vous allez continuer. Voilà. Bon, c'est moins fun, hein, c'est moins Facebook ce qu'on fait nous. Ça s'appelle LexisNexis ou Dalloz, mais effectivement, vous êtes toujours en train de chercher parce qu'il y a des nouvelles lois. La jurisprudence évolue, donc la jurisprudence, ce sont les décisions des tribunaux et surtout la Cour de cassation. Et donc vous êtes constamment en train de chercher si votre décision, au moment où vous la rendez, est bonne. Voilà, donc moi, depuis que je suis à USES, c'est ma 3e année. Ça fait 2 ans que je rendais des décisions en matière de crédit à la consommation. Le 15 novembre, c'était 15 novembre 2012, la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt qui change tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et donc, depuis le 15 novembre 2012, mes décisions ont changé. Mais voilà, il faut se tenir au fait de l'actualité. Alors là, on est très très aidé par les avocats. Je ne vous cache pas que c'est la passion de lire les revues juridiques. Ils font ça toute la journée, ils font ça très très bien. Donc, pour vous dire, moi, mon quotidien, c'est des audiences civiles. Donc, c'est les contentieux qui opposent les particuliers jusqu'à 10 000 €. Dans ces contentieux, vous avez tout. Vous avez tout. Donc, là, on en rigolait en arrivant, parce que l'autre fois, alors j'espère que la famille n'est pas dans la salle, mais j'ai eu un procès pour la mort d'un chat. Un chat, ça me fait rire. C'est un chat qui avait été vendu sur un salon du chat, parce que ça existe. Chat Passion, je pense, ça s'appelle. Et donc, ce chat était très cher, il coûtait 1 000 €. Voilà, c'est quand même cher, 1 000 €. Et le chat est mort. Le petit chat est mort, oui. Voilà. Le Maine Coon, madame connaît. Le Maine Coon, c'est la plus grande race de chat. Parce que grâce à Internet, j'ai suivi ce qu'était un Maine Coon. Voilà, Google Images, le Maine Coon peut atteindre 1,20 m de long, c'est énorme. Vous voyez, vous vous cultivez en étant magistrat.
Voilà, parce que, je veux dire, l'histoire du chat, vous le placez tout le temps, vous placez le Maine Coon, c'est génial, moi j'adore. Et donc le petit chat est mort, et les propriétaires qui ont acheté ce chat cher font un procès à la personne qui l'a vendu en estimant qu'au moment où elle l'avait vendu, le chat était déjà entaché de vis cachées pour les juristes, malade pour les gens qui ne connaissent pas bien le droit. Et voilà. Donc, c'était pour vous donner une idée de ce que c'est un litige inférieur à 10 000 euros. Alors il y a des choses un peu plus graves, vous avez beaucoup de problèmes de construction, des gens qui font une piscine, qui agrandissent leur terrasse, qui coulent leur nouvelle dalle de carrelage. Alors ça peut prêter à sourire, hein, vous vous dites, oh, ça va. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les gens, quand vous gagnez, on va dire, un revenu moyen de 2500 euros et que vous prenez un crédit pour payer votre nouvelle dalle de carrelage, et qu'il y a 3 carreaux qui ont été mal posés ou qui sont ébréchés, et ben, ça génère des tensions, mais terribles. Alors il y a des systèmes d'assurance, il y a tout ça, mais ça arrive quand même et très souvent au tribunal. Alors là, on a aidé des experts, les avocats, etc., pour résoudre le litige. Mais ce sont des litiges qu'on appelle, nous, les litiges quotidiens, et qui, franchement, bousillent la vie des gens. Voilà, bousillent la vie des gens. Donc, c'est les litiges de moins de 10 000 euros. Alors, j'ai aussi tout ce qui est baux locatifs, donc les expulsions des gens qui ne payent pas leur loyer, ou les condamnations de propriétaires qui louent des logements qui sont dans un état, alors on appelle ça pas décent, hein, au terme de la loi, mais bon, on peut dire déplorable. Et puis c'est aussi, parce que je fais crédit à la consommation, c'est un peu ma passion. Voilà, c'est ça. Après j'ai des audiences de police. Alors les polices, c'est les contraventions de 5e classe. Alors qu'est-ce que c'est? En gros les contraventions punissent jusqu'à 1 500 euros d'amende et c'est surtout des violences. Surtout des violences et des infractions à la sécurité routière, donc les excès de vitesse, beaucoup. Donc il faut être prudent en voiture. Message à caractère informatique. Voilà, je fais quoi d'autre? Ah, il y a les audiences de saisie des rémunérations. Alors ça, c'est pas drôle du tout, mais voilà, ça fait partie du quotidien aussi du juge. Et puis de temps en temps, vous avez des trucs un peu sympas, comme des transports sur les lieux, où vous allez chez les gens pour, oui, ça existe, regardez si les arbres ne bougent pas la vue. Voilà, alors vous, ça vous fait rire, mais j'ai eu une affaire il n'y a pas très longtemps, où chez les gens, ça bouchait la vue sur le Palais des Papes, à d'Avignon évidemment, et ça leur pourrissait non seulement leur vue, mais surtout la valeur de leur maison. Parce que quand vous vendez une maison qui, il y a 15 ans, quand ils l'ont achetée, avait sur l'annonce vue sur le Palais des Papes, c'est pas le même prix que vue sur les cyprès du voisin. Voilà, donc ça vous fait vous déplacer un petit peu, il y a un greffier, vous faites un procès verbal, c'est sympa. Même c'est vrai que c'est sympa le transport. Vous allez pas dire le contraire. Voilà, et je finirai en disant que le juge ne serait rien sans ses partenaires. Alors en numéro 1, non, c'est pas vous, c'est le greffier. Le greffier, évidemment. Le greffier qui est là, qui assiste à tous vos actes. Un juge n'est rien sans greffier. Parce que c'est lui qui authentifie ce que vous faites, comment vous le faites, ce que vous dites, et qui dresse procès-verbal du tout. C'est extrêmement important. Voilà, vous avez besoin de lui, il signe, il contresigne tous vos jugements. Donc c'est très important. Voilà, alors vous travaillez avec un greffier, vous avez un greffier en chef qui supervise les greffiers, et puis vous travaillez avec des experts. Quand vous êtes juge des enfants, vous travaillez avec ce qu'on appelle la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, l'aide sociale à l'enfance. Quand vous êtes juge aux affaires familiales, vous travaillez énormément avec les associations de médiation familiale, avec les psychologues. Quand vous êtes à l'instruction, vous travaillez aussi avec les psychiatres, puisque toutes les personnes qui commettent des infractions passent souvent entre les mains du psychiatre pour qu'on nous dise « mais comment a-t-il pu faire ça ?» Voilà, donc vous travaillez avec énormément de partenaires et surtout, tout le temps, toujours, ils sont toujours là, ce sont les avocats. J'espère que vous appréciez cette transition merveilleuse, puisque je vais donc laisser la place à Maître Constant, après avoir parlé exactement, je crois, les 16 minutes ou 17 que c'était fixé. C'est fini. Et Madame la Présidente, merci de me laisser la parole. Je dois vous dire que je suis d'abord extrêmement heureux d'être parmi vous, pour une raison très personnelle, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, et même un peu plus, j'étais à votre place puisque j'ai été lycéenne dans ce lycée de Bagnols-sur-Cèze, un petit peu au lycée classique, qui s'appelait avant le lycée classique, et puis également le lycée Gérard Philippe, effectivement, et puis également dans ce lycée technique où j'ai fait ma terminale B, donc qui est la terminale économie, qui correspond aujourd'hui, je crois, à ES. Dans nos études, on nous apprend quelque chose d'essentiel, et même dans notre travail après, c'est de structurer un peu son discours. Donc je vais vous faire ça en deux parties, avec un peu les études, et puis après le métier et l'exercice réel du métier d'avocat. Alors les études, au travers un peu de mon expérience, je vais vous dire deux, trois choses.
D'abord, mon expérience, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, c'était un choix personnel, mais de faire les facultés de Grenoble, de Lyon et de Montpellier. J'ai fait première année à Grenoble, deuxième à Lyon, troisième à Grenoble, quatrième année à Montpellier, cinquième année à Montpellier et l'école d'avocat à Marseille. Alors, ce que je voudrais vous dire sur ces études, c'est que pour rentrer à la faculté, c'est d'abord un état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous rentrez à la faculté, vous n'êtes plus suivi comme vous l'êtes au lycée, vous n'êtes pas suivi comme quand vous allez dans les écoles préparatoires, vous êtes un peu en liberté. Et c'est à la fois un avantage qui est important, mais c'est aussi un réel danger. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que réellement vous allez vous prendre en main, parce que tous les soirs, il ne va pas y avoir quelqu'un, ou le lendemain, qui va vous demander si vous avez bien révisé telle leçon ou telle leçon. La sanction, elle viendra au moment des partiels, et quand les partiels arrivent, c'est un peu tard. Donc la vraie difficulté, c'est à la fois cet avantage et cette difficulté, c'est l'autonomie. Moi, quand je suis rentré à la fac de droit, j'y suis rentré essentiellement pour ça. Ce qui me faisait rêver, c'était les amphis pleins, où chacun faisait un peu ce qu'il voulait dans l'amphi, entre lire l'équipe ou écouter ou discuter, et puis ceux qui étaient au premier rang, qui écoutaient sans s'arrêter. Il y avait ce mélange de tous ces étudiants, et à la fin, on se retrouve tous ensemble à l'examen, et chacun doit réviser, parce que le fond de l'histoire, c'est qu'au-delà de cette liberté, il faut évidemment travailler, parce que sans travail, que ce soit en droit, en médecine ou en école préparatoire, on n'y arrive pas de toute façon. Donc, première idée sur la philosophie, c'est l'état d'esprit pour rentrer et pour réussir ses études de droit. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va réussir ses études de droit. Alors, l'image traditionnelle qu'on a des étudiants en droit, c'est il faut apprendre par cœur. Alors, il faut apprendre par cœur, c'est mieux, toujours, ça va plus vite. Mais ce n'est pas suffisant, en soi, ce n'est pas que ça, c'est autre chose, et c'est notamment le fait d'analyser les choses. Dans notre métier, que ce soit dans le métier de magistrat ou dans le métier d'avocat, ce qui est important, et on l'apprend dès la faculté, c'est d'avoir une situation, des gens qui viennent nous expliquer un problème, il faut digérer ce problème, il faut l'analyser, le synthétiser pour trouver la solution. Et ça, en fac de droit, c'est essentiel aussi. On va dès la troisième année, vous poser des cas pratiques, vous donner des choses à étudier, et si vous êtes toujours dans cet esprit-là, qui est l'analyse, la synthèse, vous réussirez vos études de droit. Donc ce n'est pas de la littérature, on apprend, mais ce n'est pas de la littérature, les études de droit. Le droit, c'est extrêmement logique, parce que finalement, le droit, une loi, ce n'est que la conséquence d'une situation dans la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend par exemple la loi sur le mariage. D'une façon générale, tout ce qui se passe pour une loi, c'est qu'on a une situation qui existe dans la société. Bon, il y a des gens qui vivent ensemble, des gens de même sexe qui vivent ensemble, et il faut trouver une solution pour ces gens-là. Donc, dans la société, ça existe depuis des années. La loi, quelques années après, parce que la loi est toujours en retard sur le fait, la loi trouve une solution pour organiser la vie de ces gens. Et c'est la loi. Mais il y a une logique à travers ça. Quand la loi arrive, c'est qu'on a eu une logique. Et la faculté de droit, les études de droit, c'est toujours ça. C'est toujours une logique. Quand on arrive au bout à la solution, on peut dire que, sauf cas exceptionnel, mais on a une logique. Quand vous avez un contrat, deux personnes qui ont un contrat qui les lie, il y en a un qui ne respecte pas le contrat, à la fin, il y aura une sanction, il y aura la résiliation du contrat, il y aura des dommages et intérêts à payer à la personne qui est victime de cela. C'est un peu la logique, c'est toujours ça. Ne croyez pas que le droit, ce n'est pas logique, ne croyez pas que le droit, c'est du par cœur à apprendre bêtement. Loin de là, il faut travailler comme de partout, c'est ce que je vous ai dit, mais il y a une logique. Donc ce qui est important dans ces études de droit, c'est d'appliquer une méthode de travail qui allie l'analyse et la synthèse. Et avec ça, vous n'aurez pas de problème, vous réussirez vos études de droit. Alors, quand on a fini les études de droit, on peut faire magistrat et passer le concours de magistrat, on peut aussi passer l'examen pour être avocat. Alors, c'est un examen qui se passe en général après la 4e année de droit, donc c'est-à-dire que c'est après la licence et vous avez le master 1, donc vous pouvez déjà commencer à préparer le concours, enfin à passer le concours. Moi, je vous conseille de faire quand même un master 2. Pourquoi? Parce que c'est une année de spécialisation dans une matière particulière. Et ce choix-là que vous allez faire entre le Master 1 et le Master 2 est extrêmement important. Ne le prenez pas à la légère quand vous y serez, parce que c'est ce qui va conditionner un peu votre vie professionnelle, parce qu'il y a des formations Master 1, Master 2,
qui sont très efficaces et qui ont une portée sur le marché du travail qui est sans égale. Et puis, il y a des Master 1 et des Master 2, des 4e et 5e années de droit, qui ne servent pas à grand-chose en réalité. Donc, si vous êtes pour le marché du travail, qui servent d'un point de vue intellectuel, bien entendu, mais sur le marché du travail, qui ne vous serviront pas. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais en 4e année de droit, d'avoir un ami qui a fait, alors je ne sais plus l'intitulé exact, mais je crois que c'était le droit de l'aérospatiale. Alors, quand il m'a dit le droit des étoiles, quelque chose comme ça, quand il m'a dit je fais une 5e année, c'était un DEA, je lui ai dit c'est bien, super, c'est extraordinaire, mais vous faites cette formation, si votre papa il n'est pas président de Airbus Industrie ou de l'aérospatiale, vous n'aurez jamais de poste de juriste, il doit y en avoir 3 en France ou 4 en France. Donc voilà, voilà une 5e année de droit qui ne sert pas à grand chose en réalité. J'ai eu la chance moi de faire une formation très demandée en droit du travail, donc une année spécialisée en droit du travail, où 50% des élèves de cette formation avaient un travail dès le mois de janvier ou février, et les 50 autres ont pu choisir au mois de juillet, donc personne n'est resté. Dès qu'on est sorti, on a eu la chance d'avoir soit un travail en cabinet d'avocat, soit en entreprise, mais ce qui signifie qu'on a, c'est important à ce moment-là de ne pas se tromper, il faut être très vigilant à tout cela. Tout à l'heure, quand j'étais sur le stand, il y a une jeune fille qui m'a demandé qu'est-ce qui caractérise le plus votre métier. J'ai pas hésité trop longtemps, j'ai dit la diversité. La diversité parce que dans le métier d'avocat, en réalité, il y a plusieurs métiers. C'est-à-dire que suivant la façon dont vous allez l'exercer, vous allez exercer un métier tout à fait différent. Toujours enrichissant, mais tout à fait différent. Et la différence, en fait, je vais essayer de vous l'expliquer, mais il y a d'abord les matières sur lesquelles vous travaillez. Par exemple, avocat, moi j'ai été avocat à Marseille dans un cabinet qui faisait que du droit des affaires. Alors, c'était des dossiers importants de droit des affaires avec beaucoup de consultations pour des grandes entreprises. J'ai travaillé 3 ans pour ce cabinet, j'ai dû croiser 3 clients. Parce qu'on travaillait, à l'époque il n'y avait pas les mails, mais on travaillait par fax, par courrier, ils nous demandaient des consultations sur des sujets très particuliers. Donc je n'avais pas à ce moment-là de rapport très humain, enfin il n'y avait pas de rapport humain dans ce métier-là, c'était extrêmement technique. Basé sur le droit des affaires, le droit de l'entreprise, et c'est un métier. Après, les avocats qui vont faire par exemple du droit pénal, ils vont être en permanence en contact avec les gens, puisqu'ils vont traiter des affaires de coups et blessures, des affaires de criminels, mais ils vont aller à la prison, donc là ils vont avoir un rapport particulier avec la clientèle, et effectivement, c'est pas le même métier. C'est peut-être moins technique d'un point de vue du droit, mais ce n'est pas le même métier parce qu'il y a une part de psychologie, une part d'humanisme qui est beaucoup plus importante. Quand vous exercez un métier comme moi aujourd'hui, je l'exerce quand je suis passé de Marseille, je suis venu m'installer à Pont-Saint-Esprit puis à Bagnols-sur-Cèze, je peux dire que j'ai changé d'environnement et j'ai changé de métier. Je fais un autre métier parce que je suis devenu un avocat dans une petite commune, un avocat généraliste où je vais traiter des dossiers aussi différents que du droit de l'entreprise, parce qu'il y a à Bagnols-sur-Cèze un vrai tissu industriel sur de la petite entreprise, pas de la grande entreprise, de la petite entreprise. Il y a un vrai tissu d'artisans qui ont des problèmes en ce qui concerne avec leurs salariés, qui peuvent avoir des problèmes avec des fournisseurs, qui peuvent avoir des problèmes avec des clients. Donc il y a ce tissu-là, mais c'est du droit de l'entreprise, mais de la petite entreprise. Il y a des problèmes de gens qui vont divorcer, des problèmes de droit de la famille, il y a des problèmes de propriété, des gens qui vont acheter une maison, puis la maison ne va pas être comme ils souhaitaient. Donc c'est un métier qui est devenu très large pour moi, c'est-à-dire qu'à l'époque ou au départ où j'intervenais sur des sujets très particuliers, aujourd'hui j'ai un panel d'intervention qui est beaucoup plus large. Donc, et en termes humains, c'est beaucoup plus intéressant puisque j'ai un contact humain avec la clientèle qui est beaucoup plus important. Et c'est vrai que je ne suis plus du tout dans le même métier, donc en fonction de la matière sur laquelle vous allez travailler, vous allez changer un peu de métier. Si vous êtes avocat à Bagnols, si vous êtes avocat à Nîmes, si vous êtes avocat à Paris, c'est tout à fait différent. Si vous travaillez seul ou avec d'autres avocats, moi je me souviens avoir fait un stage avant d'intégrer la profession d'avocat à Paris pendant 3 mois, je crois qu'on était 450 avocats dans ce cabinet. Donc évidemment, quand vous travaillez dans un cabinet où il y a 450 avocats, c'est pas la même chose que quand vous travaillez à Pont-Saint-Esprit tout seul, dans un petit cabinet. Et évidemment, c'est aussi un autre métier. Et si vous êtes avocat tout seul,
en individuel, on appelle ça une profession libérale individuelle, ça ne va pas être la même chose que si vous êtes avocat associé dans un cabinet comme c'est le plus courant à Nîmes, où il y a 3 ou 4 avocats qui sont associés. C'est encore un autre métier. Ce qui est important dans ce que je vous dis, en fait, c'est que ce métier est extrêmement riche, extrêmement divers. Avant de venir ce matin, je suis passé au bureau et j'étais en contact avec un cabinet parisien. Le confrère s'appelle Éric de Caumont. C'est un confrère qui est spécialisé dans les permis, dans le droit de la circulation routière. Il fait que ça depuis 15 ans. C'est un des spécialistes français de la matière. Il a pris une voie. Et vous, demain, si vous êtes avocat, vous allez à un moment donné devoir choisir dans cette voie, ou est-ce que vous êtes généraliste, est-ce que vous êtes ultra spécialisé ou pas. Mais c'est la force de ce métier, parce que quand je disais que ce métier était extraordinaire, c'est au vrai sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas ordinaire, vous sortez du côté ordinaire parce que vous allez faire beaucoup de choses, vous allez rencontrer beaucoup de gens. Les gens viennent vous voir, ils vous disent, ils viennent pas quand tout va bien en général, il ne faut pas rêver. Ils viennent quand ils ont un problème. Et ils viennent vous confier leurs problèmes. Donc vous avez, votre travail, c'est d'abord de les écouter, c'est bien, de comprendre leurs problèmes, c'est encore bien, et de résoudre leurs problèmes, de l'analyser le problème, et de trouver la solution. Et c'est ça le but. Donc quand on fait ça, c'est qu'on a un rapport avec les gens, il faut bien comprendre tout ça, et c'est ça la richesse du métier d'avocat. Juste, je finis sur 2 questions qui m'ont été posées tout à l'heure, qui sont importantes quand même. Est-ce qu'on travaille beaucoup? Alors tout à l'heure, on a dit, vous ne travaillez pas 24 heures sur 24. Non, je ne travaille pas 24 heures sur 24. En fait, loin de là, c'est un métier qui permet de s'organiser. À titre personnel, par exemple, parce que j'ai des enfants, je m'organise pour pouvoir vivre une vie de famille normale. Et que je ne fais pas que travailler. Je pars en vacances avec mes enfants et mon épouse, je vis ma vie, je suis mes enfants, je les accompagne à l'école, je vais les chercher dès que je peux, et on a une vie normale. Voilà, on ne fait pas que travailler. Alors après, peut-être qu'on travaille plus que 35 heures par semaine. Ça, c'est sûr. Moi, franchement, je préfère faire 50 heures comme avocat que 35 heures comme mineur ou 35 heures à l'usine. Parce que je suis moins fatigué à la fin. Et c'est pareil pour la retraite, peut-être que je prendrai ma retraite plus tard, mais si je peux la prendre plus tard, et si les avocats la prennent en général plus tard, c'est aussi parce que le métier est moins fatigant. Donc le nombre d'heures c'est pas inquiétant, ce métier permet de s'organiser, et même si c'est des responsabilités, même si c'est un peu de stress, il n'empêche que c'est un métier où on passe bien notre vie. Une dernière question, je finirai là-dessus, qui m'a été posée tout à l'heure, c'était, évidemment, est-ce qu'on gagne bien sa vie? Allez, on va dire, un jeune avocat, je crois que le revenu moyen est de l'ordre de 30 000 euros, 25 ou 30 000 euros, donc ça fait un revenu net de 2 000 à 2 500 euros, c'est pour les jeunes avocats, donc les premières années. Bon, un avocat plus confirmé, les moyennes des avocats plus confirmés, c'est de l'ordre de 80 000 euros environ par an, donc ça fait de l'ordre de 7 000 euros net par mois, et ça va au-delà sur les structures qui fonctionnent bien. C'est un métier où si vous réussissez à fonctionner, vous allez bien gagner votre vie. À l'inverse, si vous êtes mauvais, que vous n'avez pas de clientèle et que vous ne travaillez pas, vous gagnerez 0, que ce soit bien clair. Un dernier mot sur le métier de magistrat, puisqu'on se côtoie. La vraie différence entre nous, c'est le côté libéral ou le côté fonctionnaire. Madame est fonctionnaire, moi je suis en profession libérale, donc on a chacun nos avantages et nos inconvénients. Mais le métier se ressemble un peu, les études sont les mêmes, et c'est des 2 métiers que je vous invite à regarder de près, parce que c'est 2 métiers qui vous permettront de vous réaliser pleinement dans votre vie personnelle.